parti, mon capitaine? Chers petits observateurs, si vous êtes un fin bagnolard, vous avez peut-être déjà entendu parler de la Ligier JS2. Mais ça m'étonnerait que vous ayez déjà vu sa version de compétition en groupe 5. On en a eu très peu. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance. On est chez Donat, un grand spécialiste Citroën. Et nous sommes avec son fils Tom, qui va nous présenter la JS2 version compétition, refaite par leurs soins. C'est vraiment un scoop. Salut Tom. Bonjour. Tu vas bien? Alors, Ça va super bien. Tu penses, c'est le cadeau qu'on fait aux petits observateurs? j'espère, tant mieux. Bah ouais. Alors il y a une règle, on va y rester fidèle. Ouais. Avant que tu nous présentes cette voiture que tu connais par cœur, Ouais. quel est le petit détail qui t'enchante sur cette Ligier JS2 quand tu la démarres, quand tu travailles dessus? Y a un détail peut-être que je peux vous montrer, je sais pas. Ouais, Mais c'est quand je rentre dedans, le fait de voir, j'ouvre la porte, le fait de voir donc, hop, Vas-y, viens moi te je fais le mettre là. tour, le fait de voir le pommeau de vitesse qui reste celui de la SM et les deux compteur de vitesse et contour qui sont badgés avec le sigle Ligier, ça c'est quelque chose que je trouve incroyable à chaque fois. Ouais, parce que ça résume le mariage de la voiture. Exactement, en fait. c'est l'assemblage des deux. Hein. C'est une union. Voilà. Alors les gens vont comprendre, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent cette voiture. C'est pour ça que quand on est venu te voir, j'ai sauté dessus. Alors, est-ce que tu peux présenter ce modèle, son année, et j'allais dire la version de série même avant qu'on parle de la version de compétition, parce qu'il y a eu, il y en a quand même eu quelques dizaines de fabriqués. Il y a de ces quelques JS2. dizaines, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc la Ligier JS2, donc c'est une voiture qui est celle-ci est de 72, donc c'est une voiture de tout début des années 70, qui a été conçue par Michel Tétu et par Guy Ligier, donc qui a décidé de lancer ces voitures de série sur une voiture qui est donc une voiture de sport avec un moteur de SM, donc le V6 Maserati, sur une coque polyester et un châssis en acier tubulaire et tôle assemblée. Quoi. Voilà. Ouais, on dit ça, dans ces années-là, on pouvait encore se lancer dans la production de ses propres voitures. Alors, il avait fait fortune, lui, un peu Ligier à côté. Il avait une entreprise de véhicules, de terrassement ou utilitaires, je ne sais pas trop. Ça. Il adorait la compétition. Ouais. C'est comme ça qu'il s'est lancé. Je te vole tes mots. C'était un vrai pilote, initialement. Ouais. C'est comme un vrai pilote qui a fait des superbes résultats, qui a roulé à plein de trucs, dont 24 heures du Mans. Voilà, et il s'est dit, voilà, j'ai envie de créer ma voiture. Et voilà, pourquoi le JS en hommage à son ami Joe Schlesser qui était décédé. Il a donné ses initiales pour construire sa voiture. Voilà. Joe Schlesser qui était pilote de Formule 1. Exactement. J'ai bossé avant, tu me l'avais dit, mais qui est mort en 68, je crois, juste avant le lancement de la JS1. Ouais. Donc il y a eu deux modèles. C'est ça. Alors là, on va faire le tour de la voiture ensemble, si tu veux, mais bien que ce soit une version de compétition, elle est très proche dans son look de la version de série, quoi. Ouais, exactement. Cette version-là de compétition, donc c'est la première qui est sortie en 72. Et en fait, d'apparence, d'extérieur, la carrosserie ressemble beaucoup à celle de série. Donc elle n'est pas plus large, elle n'est pas plus longue, elle est forcément un peu plus basse parce que les hauteurs sont diminuées. Elle a un petit aileron qui est rajouté en plus, mais sinon d'apparence comme ça, c'est ce qui choque le plus, par rapport à la version d'origine. D'accord. Alors, pour que les gens comprennent, c'était donc une propulsion avec moteur en position centrale arrière. Exactement. On peut le regarder. Et le truc, c'est que vers la fin de la vie de la SM, on a confié à Guy Ligier la production des dernières SM. Mais il était allé, comme il les connaissait, demander s'il pouvait utiliser le moteur de la SM au départ. C'est ça. Il a commencé en fait comme ça. Il voulait avoir le moteur de la SM parce qu'il devait initialement avoir un moteur Ford qui avait été refusé par Ford. Alors les détails exacts, je ne les connais pas et puis c'est vrai qu'il faudrait creuser un peu le truc, mais ils ont fini par trouver un accord avec Citroën pour justement avoir le moteur, le Maserati qui est équipé la SM. D'accord. On peut le regarder là, le moteur, d'enlever le... Parce que, voilà, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, Donat, donc ton père, restaure, et toi aussi maintenant, des SM, des DS, vous entretenez, on voit, elles sont toutes là. Vous avez de l'entretien courant aux restaurations, dans le moindre détail. Et cette voiture-là, pourquoi vous avez eu envie de la sauver, vous l'avez reconstruite en fait, C'est quoi l'histoire? L'histoire de base, c'est mon père a commencé à faire rouler les SM en compétition vers 2007-2008. Donc à ce moment-là, j'avais 14-15 ans, quoi.
Et en fait, quand il roulait sur circuit, je disais purée, la voiture est incroyable en spécial parce que même si elle est imposante, même si elle est lourde, elle a des super freins, elle a une bonne suspension, etc. Et on est vraiment amoureux de l'ASM et de son moteur. Et moi, je me disais juste, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit plus performante en circuit? Alors, on avait quand même le problème de poids qui faisait qu'on ne pourrait jamais faire une voiture de moins d'une tonne avec l'ASM. Mais du coup, en cherchant, en demandant à mon père ce qu'on pouvait faire, il m'a dit il y a eu des Ligier avec le moteur le V6 Maserati, donc de l'ASM. Et c'est de là que je suis devenu fou de cette voiture et que j'ai cherché à en acquérir une pour lancer le projet compétition. Et donc c'est toi qui as l'initiative. Oui, un peu. Ouais. Alors un mot sur le moteur, parce que tout le monde connaît un peu l'ASM. Qu'est-ce qu'il a de spécifique dans la version de compétition? Le moteur est préparé pour la course, donc c'est les carbus, c'est les plus grosses versions de carbus qui ont été équipées sur les Merak, donc c'est des carbus qu'on peut trouver pas assez facilement, mais qu'on arrive à trouver sur certaines voitures avec ce moteur-là, sur certains V6 Maserati. Par contre, sur celui-ci, du coup, on a poussé la préparation un peu plus loin, avec des pistons sur mesure, avec des arbacams sur mesure, avec un volant moteur sur mesure, avec voilà, un embrayage, tout ça ce qui va avec. Ça c'est nouveau, c'était pas à l'époque, c'est vous Non, qui... ça c'est vraiment la préparation. La version course qu'il y a maintenant, c'est forcément des choses que Citroën faisait à l'époque ou Maserati faisait à l'époque, en tout cas sur leur moteur de course. Mais étant donné que c'est très difficile de trouver un moteur de course d'époque, on a la chance d'en avoir un, mais on a préféré le garder bien rangé au chaud plutôt que d'utiliser celui-ci par risque de casse. On a fabriqué le nôtre en repartant d'une feuille blanche, quoi, ou presque. D'accord. Et là, vous portez la puissance à combien de chevaux? Aux alentours de 250 chevaux. Quoi. Oui, alors que la version de série, c'est 170. 170 pour la version 2,7 litres et 190 pour la version 3 litres. D'accord. Alors je reviens sur ton projet. Tu te dis, ouais, tu achètes cette JS2, enfin tu la retrouves. Et comment vient l'idée, tu vois, de refaire la version de compétition? Tout de suite, tu as l'idée aussi de faire ce travail à la fois sur la série et la compétition, tu vois? Alors, en fait, j'ai commencé par dire, il faut faire une Ligier de course. Mais on a eu la chance de rencontrer Michel Tétu, qui est l'ingénieur d'époque qui a conçu la Ligier, qui est toujours vivant, qui est incroyable de par sa gentillesse, sa mémoire. Enfin, c'est une machine, vraiment. Il est vraiment incroyable cet homme-là. Et quand j'ai commencé à lui parler de mon projet, de dire je voudrais acquérir une voiture de série pour faire une voiture de course, il m'a dit oula, je t'arrête tout de suite. Il m'a un peu redescendu directement en disant la voiture de course n'a rien à voir, si ce n'est en apparence, mais sinon elle n'a rien à voir avec la voiture de course. Donc la voiture de série et la voiture de course sont vraiment différentes. Donc il y a un gros travail, c'est un chantier très difficile. Donc à cet âge-là, moi quand j'ai commencé à parler avec lui, je devais avoir 15-16 ans. Et puis il s'est passé les années, le temps qu'on arrive à en trouver une de série pour attaquer ensuite le projet compétition qui était vraiment différent de la voiture de série. Et tout ça avec l'aide de Michel Tétu, bien sûr. 2 mots sur la carrosserie, entre la version de série et la version compétition. Mais déjà à l'époque c'était assez moderne, c'est plutôt développé sur la carrosserie. En fait la version de série est faite de polyester, c'est de la fibre de polyester avec de la résine classique, ce qui fait que du coup on a une coque qui est assez épaisse. La version de course comme celle-ci, c'est une version qui est faite en Kevlar époxy, donc avec beaucoup moins de couches qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus rigides, et ça permet peut-être de gagner beaucoup de poids en fait. La voiture pèse combien? Alors celle-ci a fait exactement le poids de la version d'époque, à savoir 785 kg. Ah ouais, c'est très léger. Ouais, et la version de série faisait... Je crois que c'est 970, alors j'ai pas retravaillé dessus, mais c'est 970 de mémoire. Et il y avait une histoire aussi d'un procédé de châssis poutre, hein, c'est ça un peu particulier? Il y a un châssis poutre qui avait été, créé par Michel Tétu, enfin en tout cas ce châssis-là a été créé par Michel Tétu. Et donc en fait c'est un assemblage de berceaux en tubes d'acier, avec des tôles en aluminium qui sont collées et rivetées sur ces tubes pour amener de la rigidité. Et entre les deux, en fait, il y a des mousses expansives très rigides, comme c'est utilisé dans l'aviation, pour justement amener de la rigidité. C'était très moderne pour l'époque? C'était extrêmement moderne et bien pensé. Ils avaient fait un sacré boulot. Ça vieillissait bien? Oui, ça vieillit bien. Alors la différence qu'il y a justement avec la voiture de série, c'est que celle de série est faite avec de la mousse expansive. Et là, attention, la mousse expansive, on sait que ça peut un peu se gorger d'eau, etc. Donc il fallait juste bien que les voitures soient stockées à l'abri, au sec, pour pas justement que ça se gorge d'humidité et que ça endommage le châssis. Il en reste des JS2 de série aujourd'hui? Alors il en reste, de mémoire, il y en a eu dans les un peu moins de 80 de produites, si je dis pas de bêtises. Et sur les 80, je crois qu'ils en ont recensé une trentaine aujourd'hui, en comptant les véhicules roulants et les véhicules non roulants. Je vois là, les feux arrière, c'est les feux de 504 là. Exactement. C'est ça? C'est des feux de 504. C'était ça aussi sur les modèles de série, ça? Ouais, c'était ça. C'était des feux comme ça qui étaient montés sur ces modèles-là. Donc il y a eu différentes versions, mais sur celle-ci, c'était exactement ces feux-là. On vient te mettre au volant, mais que tu nous décrives, voilà, le pilote, qu'est-ce qu'il voit s'il se met, parce que...
Alors déjà, il faut commencer par réussir à se glisser Ouais, dedans. tu vois, même moi, j'ose Donc, pas pour hop. le moment. Il faut vraiment avoir J'essaye, le je coup de main, peux. mais ouais, je vous en prie. Si j'y arrive. Ouais. Hop là. Ah ouais. Putain, la caisse est vraiment. Je peux mettre mes pieds, non, il y a une batterie là. Ouais, au fond, ça risque pas trop. Hop là. Je sais pas. Alors, une fois qu'on s'est glissé dans le cockpit, c'est vraiment. Voilà. Ça, c'était pareil, hein, donc il y avait les renforts. Alors, tout ça, il y avait des choses en moins dans le sens où la sécurité à l'époque était vraiment moins importante. D'accord. Donc il n'y avait pas autant de tubes, il n'y avait pas autant de croix, il n'y avait pas autant de tubes. D'accord. Nous, on avait le choix, entre guillemets, de faire le même arceau qu'à l'époque, parce que la catégorie dans laquelle elle rentre permettait de faire exactement le même arceau qu'à l'époque. Nous, on a préféré faire un arceau qui était conforme et qui était moderne, pour justement amener beaucoup plus de sécurité, quitte à perdre du poids. Alors là, après, on se retrouve devant ce tableau de bord. Est-ce que tu peux le détailler? On a l'impression qu'il faut passer une licence, quoi. Non, alors c'est plus simple qu'on ne le pense. Alors voilà, on a forcément le compteur de vitesse et le compte-tour qui sont ici, donc comme la version de série. Et d'ailleurs, tous les compteurs qu'on peut voir, si ce n'est un peut-être, c'est quasiment tous les compteurs qui sont sur la version de série. Donc là, on a la température d'eau, donc en fait tout est marqué. On a la température d'eau ici, la pression d'huile, la température d'huile, on a la charge et on a le niveau d'essence, donc la jauge de carburant. Et ensuite, donc ça c'est pour les indications. Ensuite, on a tous les équipements donc pour mettre la voiture en route, à savoir un coupe-circuit. Ça, c'est les normes qui sont obligatoires en compétition. On a un bouton de contact, on a un démarreur qui est ici. Ensuite, on a toutes nos commandes qui sont souvent au niveau du volant, donc pour alléger tout ça. Donc, on a l'éclairage, le forçage des ventilateurs du moteur, le ventilateur d'habitacle, essuie-glace, lave-glace, voilà, ainsi de suite. Et en haut, en fait, c'est tous les disjoncteurs de la voiture. Donc, initialement, c'est des fusibles qu'on remplace par des disjoncteurs thermiques afin de pouvoir enclencher rapidement. Attends, toi, tu vas très vite. Tu disais, mais à quoi ça sert si j'appuie dessus? Par exemple, tu dis, ça le désenclenche ou je l'allume en fait? Non, on le désenclenche. Enfin, là, quand il est enfoncé, il est enclenché. Et quand on l'enlève, on désactive, on enlève le circuit, quand on coupe le circuit. Et ça, en course, c'est utile de pouvoir justement. En fait, c'est exactement comme un fusible. D'accord. Donc voilà, c'est de se dire, c'est un organe de protection pour le circuit électrique. Donc à savoir typiquement, voilà, si là j'ai ma pompe à essence, elle est enclenchée. Si jamais il y a un problème sur la pompe à essence qui rentre en cours jus, alors ce disjoncteur va sortir et va me couper la pompe à essence pour éviter justement d'endommager le circuit électrique. La boîte 5, c'était la même que celle de la SM ou est complètement retravaillée en fait? C'est en gros globalement une boîte de SM. Donc initialement qui sont sortis ou en boîte de SM ou en boîte de Merak. C'est globalement la même version. Quand tu dis Merak, c'était Maserati Merak. La Maserati Merak, pardon. Utilisait le moteur. Et aussi, donc le moteur est à l'envers, donc forcément tous les rapports étaient inversés. Mais sinon c'est la boîte de l'ASM, donc en 5 vitesses avec une marche arrière. Et donc là, elle pouvait encaisser le surpoids de puissance sans problème. Ouais, les boîtes de SM sont de base très lourdes, très solides. Ouais. Donc c'est des boîtes qui peuvent encaisser déjà plus de puissance. Et il faut pas oublier quand même qu'on enlève aussi beaucoup de poids par rapport à une SM. Donc la boîte prend beaucoup moins de contraintes également. D'accord. Là, je vois quand même 2 petites prises USB. Vous avez cédé au que se passe-t-il? On est obligé, même si on essaie de toujours être dans l'atmosphère d'époque, on est obligé forcément avec des organes, dont le disjoncteur thermique, d'être avec des éléments plus récents. Déjà pour une question de sécurité et aussi pour faciliter la vie à bord. Maintenant, on est obligé de mettre un tripmaster, on est obligé de charger les portables, on est obligé de pouvoir brancher des équipements qu'on nous donne au niveau du rallye pour suivre la voiture, etc. Et donc voilà, il faut fournir quand même quelques éléments modernes. C'est une voiture qui est assez riche, donc qui est réglée pour la compétition. Et une fois, il faut qu'elle soit bien chaude pour justement qu'elle tourne parfaitement avec la richesse qu'on a apportée au réglage. Voilà. C'est dur à conduire ou non. C'est très facile à conduire, c'est là où c'est assez surprenant. Alors forcément, par rapport à une voiture de série, c'est beaucoup plus raide, c'est plus bruyant, c'est une voiture de course, donc c'est quelque chose à conduire. Mais non, ça se conduit très très bien. En fait, le fait que ce soit léger, etc., c'est léger, c'est pas si large que ça.
c'est petit en encombrement. Hein, parce que moi, c'est ce qui m'a choqué la première fois que j'ai descendu, si vous voulez, quand j'ai construit la voiture sur le marbre, qu'on l'a mis par terre sur ses roues. Je dis, il y a un problème de code parce que la voiture est vraiment toute petite en fait. Mais Tom, quand tu dis que tu l'as construite, c'est-à-dire que tu avais les plans et puis tu as moulé la carrosserie enfin, tu vois, alors, en fait, on a eu du coup une grosse aide de Michel Tétu et de Michel Beaujon qui sont au club Ligier. Donc, ils sont les ingénieurs d'époque de la Ligier. Michel Tétu qui avait commencé et Michel Beaujon qui avait pris la suite. Ces deux personnes-là m'ont beaucoup aidé pour retrouver des plans d'époque, pour me donner des dimensions, pour retrouver des photos. Et en plus de ça, voilà, moi j'ai redessiné la voiture entièrement en CAO. On pourra trouver une photo peut-être tout à l'heure. La voiture redessinée en CAO. On voit donc le châssis. Toutes les tôles ont été redessinées afin d'avoir un pliage, une découpe laser parfaite pour arriver à faire exactement le même modèle qu'à l'époque. C'est génial. Donc quand j'ai commencé à la fabriquer, la voiture de course, hein, c'était vraiment initialement pour moi parce que c'était mon rêve personnel. Et en fait, au fur et à mesure, donc je construisais la voiture au fond du garage. Et au fur et à mesure que je la construisais, les clients passaient devant et me disaient mais c'est super, en fait, on aime beaucoup ce que tu fais, on aime beaucoup cette voiture, la ligne elle est incroyable. Quand ils ont su en plus que c'est le moteur de la SM, etc., ils ont dit mais nous aussi on veut rouler dedans. Donc au début je ne savais pas trop quoi répondre et puis au final on s'est dit bah voilà, si ça intéresse les gens, avec plaisir quoi. Donc il y a un certain coût forcément la construction de la voiture. Donc c'est une voiture qui maintenant est disponible à la location, comme tu as pu le dire, donc aussi bien en rallye qu'en circuit. Donc en rallye, on peut avoir par exemple le Tour Auto, on peut avoir le Tour de Corse, on peut avoir différents petits rallyes qui accueillent donc des épreuves VHC. Et en circuit, on a des choses comme Spa classique, comme Le Mans classique, voilà. Un mot sur les performances qu'on n'a pas parlé. Je vois qu'il y a marqué 300 au compteur, 8000 tours. Ouais. C'est quoi les performances données, usine Pour la version de série? Oui, et puis pour la version course du Alors coup. c'est une bonne question, ça je pourrais pas forcément y répondre. Je dirais que faudra regarder, je pense que c'est 240 ou 250 km/h pour la version de série en version 3 litres normale, donc en 190 chevaux. Je crois qu'il montait à plus que ça avec la version 3 litres SS. Donc sur les 7 dernières. Maintenant sur celle de course, je pense que ouais, ils étaient pas loin de 260-280 km/h sur cette version-là quand ils étaient au Mans, quoi. Juste un mot sur ce beau camion. Quand les clients signent pour louer la voiture, vous suivez avec ce camion histoire d'avoir toutes les pièces. Voilà, exactement. En fait, on a en fonction en fait du coup de ce qu'on va faire comme rallye, comme épreuve, on a plusieurs véhicules d'assistance qui vont nous suivre. Donc ça peut aller très bien de la DS Break d'assistance qui est la même que celle d'époque aux couleurs Citroën, qui est assez incroyable, à du coup un véhicule léger, moderne, un jumper avec un utilitaire plus gros, ou alors justement un poids lourd comme celui-ci qui permettrait d'avoir du coup à l'intérieur le stock de pièces de la voiture, l'outillage nécessaire si jamais on a des réparations à faire, et également. Là tu l'as dit, c'est-à-dire que tu es en train de me dire que là vous pouvez avoir, enfin je vois la taille. Vous avez toute la voiture en pièces détachées pratiquement. Alors voilà, là il n'est pas équipé dedans celui-ci parce qu'on a fait une course avec une autre voiture là récemment. Mais sinon oui, on arrive à avoir beaucoup de pièces de la voiture, à savoir on a tout le temps un moteur, on a tout le temps une boîte, on a tout le temps des trains roulants, les roues, on a beaucoup de pièces. Un moteur de secours là-dedans. On a un moteur de secours, ouais, voilà. Et donc après à l'extérieur forcément on a tout ce qui est équipement, donc avec le compresseur, le groupe électrogène, la caisse à outils, l'éclairage. Comme ça, quand on travaille de nuit, on travaille convenablement. Et puis voilà, quoi. On va juste terminer dans votre garage parce que c'est le temple des amoureux. Encore une fois, tous ceux qui ont qui sont venus chez vous savent que Donat c'est plus qu'un nom, c'est un label. Hein. Ah bon. Parce que ton père, il a recréé aussi des SM de compétition à l'arrière-tranchée, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, il a commencé par. J'ai repris le flambeau. Donc, mon père a commencé à faire les voitures de course avec des SM entre guillemets de série, enfin la dimension de série. Et après ça, donc avant ça, il s'était déjà amusé à faire des modèles un peu d'exception, à savoir une SM cabriolet, à savoir la réplique de la SM Proto Michelin qu'on peut voir un peu partout, qu'on voit d'ailleurs presque plus en photo que celle que la vraie. Et de là, après, il a commencé par faire des versions en compétition. Donc la SM Bandama en version avec l'arrière coupé, la DS Bandama. Bandama. Ah, Bandama, pardon. Bandama ou le TAP, quoi. Voilà, c'est des rallyes qu'elles ont effectués, donc on les appelle souvent comme ça par rapport à ce qu'elles ont pu faire comme course. Alors, pour revenir à la Ligier, là, il y a une coque, hein, enfin une carrosserie, là pour le coup, d'une version de série, d'une GS2. Alors là, c'est pas le même alliage en fait. Donc voilà, celle-ci c'est du polyester. Ouais. C'est du polyester, donc on peut voir en fait en touchant que la coque est vachement plus épaisse, plus rigide aussi, mais plus épaisse en fait. Enfin voilà, de mémoire, elles font moins d'une tonne ces voitures-là, mais elles sont dans les 970 kg je crois. Donc c'est la version de série qui entre guillemets va être refaite à neuf, quoi.
D'accord. Ça, c'est pour un client ou c'est pour vous Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. C'est Et il y en a le une autre qui est à côté qui est pour un client. Voilà. On va se faire une JS2. Ouais, d'accord. Voilà, on peut voir ici, on reconnaît la poutre centrale, Ouais. qui n'est pas en alu du coup, mais qui est en acier. Le levier de vitesse de l'ASM, on sent le pommeau, mais voilà. Pourquoi la voiture elle a pas beaucoup marché quand elle est sortie? Enfin, elle est arrivée, c'était un contexte très difficile. Viens, on va carrément là. Comme tu dis, il y en a eu 80, je crois. Mais... Ouais, il y en a eu moins de 80. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, la voiture déjà valait très cher. Ouais. Une IG GS2 coûtait cher parce que je crois qu'elle coûtait plus cher qu'une SM. Ouais. Elle était plus rustique, plus sport. Ouais, elle coûtait plus cher aussi qu'une 911. Ouais. Donc, c'est une voiture qui était relativement chère. En plus de ça, il fallait faire confiance parce que quand on nous disait c'est une voiture artisanale construite à quelques unités, etc., avec le moteur de la SM, les gens pouvaient être un peu intrigués, perplexes, je sais pas. Donc c'est une voiture qui ne s'est pas aussi bien vendue qu'elle aurait dû parce qu'elle est extrêmement bien conçue, quoi. Ouais, puis on a du pétrole. Voilà, tout ça. En fait, c'est plusieurs choses qui ont fait que ça n'a pas aidé. Mais voilà, globalement sur la technique, c'est une voiture qui est très légère. Il y a une double triangulation avant-arrière. Il y a 4 freins à disque, voilà, c'est très performant pour l'époque. La version de compétition est encore améliorée parce qu'au niveau du freinage, on a des 4 pistons, des étriers AP Racing 4 pistons qui sont aux 4 coins. Enfin voilà, c'est une voiture qui est faite pour la compétition, mais qui est adaptée sur la route. Bon, Tom, on pourrait passer 4 jours et demi. Je pense que les gens vont dire encore. On reviendra. Un grand merci. On va aller terminer devant cette Ligier. Tu me disais aussi, pour le mot de la fin, tu me disais donc elle est vraiment homologuée parce que certains ont voulu, tu vois, pour pouvoir courir, voilà. Parce qu'elle est totalement conforme. Certains ont acheté des Ligier de série et ils l'ont transformé, ça ne passait pas. En fait, pour pouvoir rouler et être éligible, il faut que la voiture soit conforme à sa version 72. Donc très difficile, voire impossible de rouler avec une voiture de série, quoi. D'accord. Sauf dans une épreuve de régularité, etc. Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est certifié, voilà. Certifié, il y a le passeport technique qui est en cours qu'on va recevoir incessamment sous peu. Et surtout, alors je devrais presque la faire signer, mais elle est certifiée par Michel Tétu, par Michel Beaujon, qui ont regardé la voiture, voilà, c'est ça, qui regarde la vidéo et qui, quand un truc lui plaît pas, me dit non Tom, on peut faire ça comme ça, faut le faire comme ça, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Donc voilà, si pour lui la voiture est bien, c'est que la voiture est vraiment bien. Donc on est très content de ça. Ton père aussi, il doit être fier. Oui, non, bien sûr. Et puis c'est une voiture voilà, que lui, il a vu se monter au garage, mais uniquement par mes mains et celles de Benjamin, de Gérald, de Maxime, qui m'ont beaucoup aidé donc, du coup, dans ce projet. Et le fait d'avoir eu un petit œil, pas extérieur, mais de prendre ça avec un peu de recul, ça lui fait aussi vraiment plaisir et je pense que ça apporte un peu de fierté forcément. Okay. Voilà. Tom, un grand merci. Merci. Voilà, vous avez vu chez Garage Donat, une légende, des légendes vivantes. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus. On viendra voir la SM Cabriolet qui sera reconstruite ici. Avec plaisir. Voilà, vous l'avez compris, c'était une présentation un peu spéciale, mais voilà qui est pour l'histoire. La bagnole n'est pas morte, la France éternelle, j'ai envie de dire, de DS à Ligier. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres mercredis. Ciao!